Hello les leaders marketing, les fans de marketing, tous ceux qui sont là pour discuter de marketing, réfléchir sur le marketing. Je suis de retour avec cette nouvelle vidéo sur un sujet qui est prioritaire pour moi, qui est hyper important dans la manière dont on fait notre métier aujourd'hui, et je trouve dont on parle pas assez. C'est ce que j'ai appelé les monnaies de l'attention, ou en tout cas ce qui va nous permettre de valoriser en fait l'attention qu'on arrive et l'engagement qu'on arrive à générer avec le marketing. Pourquoi je suis parti sur ce sujet-là? À la base, en fait, c'est parti d'une observation qui était de dire, dans tout ce qu'on fait au quotidien, dans les boîtes pour lesquelles on bosse, chez nos clients, le paid média, c'est devenu vraiment la réponse à tout. C'est-à-dire que tu as un problème de noto, tu fais du paid. Tu as un problème de lead, évidemment, tu fais du paid. Tu veux de la croissance, tu fais du paid. Tu fais un lancement de produit, tu fais du paid. Le paid, en fait, c'est vraiment une approche qui est rassurante, qui est mesurable, qui est scalable, en tout cas dans l'idée de pas mal de gens. Mais en fait, quand tu réfléchis au sujet du paid et ce qu'il y a derrière, la problématique du paid aujourd'hui, c'est que c'est absolument pas un outil de différenciation. Je dirais même que au final, c'est presque parfois l'antithèse du marketing. Pourquoi? Juste prenons un peu de recul là-dessus. En fait, tout le monde peut payer aujourd'hui. Si tant est que t'aies le budget, tu peux payer Meta, tu peux acheter des clics Google, tu peux booster un post LinkedIn en 3 clics. Une très large partie, ça dépasse les 95% des revenus de Meta qui viennent de la pub. En gros, ça veut dire que tout le monde est là et tout le monde utilise ces canaux-là. D'où les résultats d'ailleurs de ces grosses boîtes-là. On se bat pour les mêmes yeux, pour les mêmes cerveaux, sur les mêmes plateformes de la même manière. C'est presque devenu en fait ce qu'est le dollar dans le monde de l'argent, quoi. C'est vraiment la devise universelle. Alors, c'est challengé de plus en plus d'un point de vue géopolitique, mais c'est encore le cas quand même aujourd'hui. C'est stable, c'est très liquide, et du coup, c'est vraiment banalisé. Donc, sur un marché où en fait tout le monde paye la même chose pour la même manière, de la même manière et pour les mêmes résultats, il n'y a plus vraiment de différenciation. Ce qu'on considère pas assez, je trouve, dans nos métiers, c'est qu'il y a d'autres monnaies alternatives, il y a d'autres devises alternatives pour créer de l'engagement, créer de l'attention. Et c'est de ça dont je voudrais qu'on parle aujourd'hui dans cette vidéo. Comme je t'explique, en fait, du coup, les 4 monnaies, il y a des monnaies alternatives, ce que j'ai appelé comme ça. Alors, je suis allé aussi chercher un peu des exemples pour essayer d'illustrer ça. Évidemment, j'ai essayé de sortir du fait qu'il faut être Hermès ou SpaceX pour arriver à utiliser ces monnaies-là. On va revenir dessus. Mais le but, c'est aussi de s'ouvrir un petit peu les chakras et de se dire, au-delà d'aller faire du paid, qu'est-ce que je peux utiliser comme expertise, comme technique, comme approche pour maîtriser un peu mieux mon engagement et différemment. Alors évidemment, la première monnaie qu'on peut mobiliser, c'est ce que j'appelle le spectacle. C'est vraiment la manière de se mettre en scène et de créer une attention, voire même de créer un entertainment qui dépasse la moyenne globale de ce qu'il peut y avoir dans mon marché ou chez mes concurrents. J'ai cherché un peu des exemples là-dessus et celui qui me revient un peu à l'esprit, c'est ce qu'avait fait Michel et Augustin au début. Quand ils ont monté en fait leur entreprise il y a 20 ans, pas de budget, pas de noto, un marché dominé par les très grands groupes qu'on connaît, du coup, en fait, ils ont vachement misé sur ce qu'on peut appeler le spectacle. Alors, c'était du spectacle à petite échelle, hein. Ils allaient dans les rayons des Monoprix, se mettaient en scène, en costume, ils faisaient goûter leurs produits aux clients directement, mais avec une forme de spectacle qui dépassait un petit peu ce qu'on voit traditionnellement avec des vendeurs, des vendeuses qui sont là pour faire déguster. Ça, c'était un truc, je trouve, assez intéressant. Ils avaient aussi fait le fait de débarquer chez des prospects, chez des clients, avec des gâteaux faits maison, comme ça, en sonnant à la porte. Ou d'organiser un peu des sessions de recrutement un peu absurdes à leur siège social. Tout ça, ils l'avaient filmé, ils l'avaient partagé. Alors à une époque où c'était beaucoup moins répandu aussi online, ces formats-là étaient plutôt nouveaux, le social media n'existait pas, donc c'était assez novateur en fait de créer un peu des contenus un peu viraux comme on disait à l'époque, même avant que le mot existe. Donc c'était une sorte de créer un peu des micro-événements. C'est pas forcément des campagnes, c'est plutôt des moments qui se racontent pour des budgets assez réduits en fait, et qui a donné 10 ans après une vente assez importante de la marque à Danone, comme on sait. Donc c'est juste parce qu'ils ont compris un truc côté chez Michel Augustin, c'est que quand on est saturé de messages, en fait, ce qui marque, ce qui imprime, c'est ce qui se voit, c'est ce qui déborde, c'est ce qui dépasse un peu et qui tranche un peu avec la moyenne du marché dans lequel on est. Burger King fait ça très bien aussi d'ailleurs, et on le voit dans leur logique VS McDo, c'est-à-dire que beaucoup moins de restaurants, beaucoup moins de parts de marché, ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'en fait, leur budget pub qui est largement réduit par rapport à McDo, parfois ils arrivent à avoir une part de voix qui est pas si lointaine que ça de ce que fait McDo, parce qu'ils essayent de transformer la prise de parole en un petit événement qui va parfois jusqu'à l'absurde, ou jusqu'au troll, ou ce genre de choses. Mais en fait, l'idée, c'est de créer du earned media, de la conversation, du partage. Donc, créer de l'attention, en fait, sans payer, mais par l'audace, par la prise de position et du coup, par le fait de faire ce genre d'action, plutôt de l'ordre du spectacle. Donc, en fait,
concrètement, ça veut dire que quand tu choisis cette monnaie-là, ton produit, ton service, ça peut devenir un événement. C'est pas juste une campagne que tu planifies et que tu déploies à façon très carrée, c'est un moment qu'on veut regarder, qu'on veut raconter et ou qu'on veut partager. Voilà, donc la question à se poser là-dessus, de ce côté-là, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que notre audience, qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'elle voudrait voir, pas juste consommer, mais voir quelque chose qui pourrait l'intéresser à une échelle beaucoup plus lointaine et beaucoup moins accessible pour nous autres, les petits marketeurs du quotidien. C'est ce que fait SpaceX avec l'envoi de fusée finalement. Ils ont réussi à en faire un spectacle permanent et ça, ils le font très très bien. Donc du coup, l'idée, c'est de se dire où est le spectacle potentiel dans ce que je fais à mon échelle. Et si tu trouves que tu as peut-être finalement tombé sur le fait que c'est une monnaie que tes concurrents ne peuvent pas fabriquer ou imprimer eux-mêmes, si je reprends l'analogie du billet, parce qu'en fait, tout simplement, l'audace, ça s'achète pas et c'est pas forcément duplicable dans toutes les boîtes. Alors deuxième monnaie, c'est ce que j'ai appelé l'exclusivité. Alors comme je disais tout à l'heure, je parlais d'Hermès. Je vais pas parler d'Hermès, des sacs à 10 000 euros. C'est pas l'enjeu et je pense qu'on c'est un tout autre sujet. Je vais peut-être parler d'autres types d'exemples. Et alors je suis allé chercher un peu, j'ai regardé, j'ai creusé. Peut-être que Notion est un exemple qui est pas mal. Quand ils ont lancé leur V2, enfin leur nouvelle version, je sais pas si c'était la V2, mais je vais l'appeler la V2 en 2018-2019, 2019 je crois. Évidemment le produit il est déjà là, il est très bon. Ils arrivent à un moment où il y a un besoin avec des produits qui sont limités à côté, mais il y en a quand même pas mal. Tu avais les Trello, les Evernote, tu avais Google Doc qui était déjà là, éventuellement peut-être même Asana, etc. Donc ils ont dû se dire, j'imagine, quelle stratégie, qu'est-ce que je fais en fait pour me faire connaître. Ils ont pas fait de la pub massive ou quoi. Peut-être qu'ils avaient même pas les budgets ou alors ils ont pas choisi de le flécher là. Par contre, du coup, ils ont fonctionné sur un principe d'exclusivité qui était juste sur de l'invitation. Finalement, tu pouvais pas te créer de compte Notion en tant que tel. Tu devais être invité par quelqu'un qui utilisait le produit. Donc, avec liste d'attente, fallait avoir son accès, le fait d'accéder, tu sentais que tu avais mérité quelque chose. Donc, c'est assez contre-intuitif parce qu'évidemment, tu as le produit qui est prêt, tu as des gens qui veulent l'utiliser. Et en fait, tu crées un peu la rareté et l'exclusivité, quoi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que cette contrainte-là a créé une forme de hype, qui a créé un peu des premiers ambassadeurs. Et je pense que ce qu'on connaît aujourd'hui de Notion, le fait qu'il y ait des gens très convaincus par le produit, peut aussi résulter de ça. Alors évidemment, c'est très compliqué à vendre, notamment à un CEO, à un boss, à un client, parce que il y a toujours la crainte de se dire ouais, pourquoi je vais pas aller me saisir du business qui est là. En fait, le truc, c'est que chaque utilisateur devient une sorte de gatekeeper, quoi. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui pouvait offrir l'accès à ses proches. C'est une sorte comme si on partageait un privilège. Et donc du coup, grâce à ça, Notion n'a pas forcément acheté la croissance, n'a pas payé pour de la croissance. Elle l'a plutôt fait se mériter par la rareté. Et c'est un peu aussi ce qu'a proposé. Alors là, je vais prendre un exemple. Je trouve qu'il a bien marché dans l'exécution, mais pas dans le résultat. C'est ce que fait Clubhouse. Je pense que vous avez vu à l'époque, là, vers 2020-21, ce qui était Clubhouse, c'est l'application de discussion online audio. Il y a eu ce moment où tout le monde voulait en être, tout le monde a monté son petit salon et voulait participer. Et c'était pareil, ça fonctionnait sur un principe d'invite. D'ailleurs, il y avait même eu des gens qui revendaient, je crois, leurs invitations sur eBay ou ce genre de choses. Vraiment fait de la transaction pour un accès à une app. Alors le produit, il était assez pas ça parce que finalement l'expérience était pas ouf. Et puis bon, l'utilité du truc s'est avéré qu'au bout de 3 utilisations, t'en avais plus besoin. Mais et puis peut-être que la manière dont ça a été fait a été pas ultra bien poussée, mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que je pense que l'idée était intéressante, mais ils ont peut-être moins bien géré cette forme d'exclusivité-là que ce qu'a fait Notion dans la finesse, mais le mécanisme reste puissant, quoi. Donc du coup, ce qui est intéressant dans cette approche de l'exclusivité, c'est que, à mon sens, c'est pas réservé à la tech ou quand on vend des sacs à main hyper chers chez Hermès. C'est en fait quelque chose qu'on peut déployer dans pas mal de business. Ce que fait Suprême avec les drops, alors même si ça s'est vachement popularisé, mais ils ont contribué à populariser ça. Certaines accès anticipés à des bêtas, des communautés sur candidature. Si je prends Futur Proche, là, ce que je fais, la communauté que j'ai co-créée, évidemment, ça fonctionne aussi sur ce principe-là, ou les masterclass avec des places limitées, ou tout ce qu'on veut. Dans le B2B, il y en a plein, hein, des programmes avec des accès privilégiés, des events, évidemment, sur invitation only, etc., etc. L'exclusivité, c'est un truc assez important. Je trouve qu'il y a plein de secteurs dans lesquels on les utilise pas, alors que ça crée deux choses. Un, la désirabilité. C'est juste humain de base et je pense que c'est n'importe quel humain qui se dit je veux ce que je peux pas avoir facilement. Et puis après, ça crée de l'engagement parce que quand on a accès, on se sent un peu privilégié, on devient des formes d'ambassadeurs au moins au début en tout cas, quoi. Donc la question à se poser sur cette monnaie-là, c'est où est-ce que tu peux créer de la rareté sans que ça détruise vraiment ton business model?
mais pas un truc artificiel qui va frustrer juste pour bloquer pour bloquer. C'est vraiment de se dire quelque chose qui augmente la valeur perçue grâce à cette rareté. Et donc, si tu arrives à développer ça, bah, cette monnaie-là, en fait, elle est intéressante parce que tes concurrents peuvent pas la répliquer tout de suite sans sacrifier des volumes. Ils peuvent pas couper d'un coup en se disant je donne plus accès à ça alors que l'accès a été donné avant. Et donc ça, c'est un choix que peu de boîtes sont prêtes à faire. Mais il y a peut-être des moments, alors c'est plus facile sur les boîtes early stage évidemment, ou sur une nouvelle offre, mais il y a forcément des moments où l'exclusivité peut créer du désir et créer de l'engagement. Alors, troisième monnaie, c'est une monnaie qui est beaucoup plus répandue, mais qui est pas toujours très bien utilisée, et qui est plus complexe à utiliser. C'est ce qu'on peut appeler l'intelligence ou l'information, peu importe comment on le nomme. Je trouve le mot intelligence est plus juste. Je peux prendre l'exemple de Netflix comme l'exemple un peu typique que tout le monde réutilise régulièrement, mais il est intéressant. C'est-à-dire que, évidemment, Netflix a popularisé le fait de pas faire de la pub tradie. Ils ont près de 250 millions d'abonnés dans le monde. Et en fait, ils ont construit ça grâce juste à la compréhension, à l'intelligence en fait liée à leurs utilisateurs. C'est-à-dire qu'en fait, 80-90% des contenus qu'on regarde sur Netflix, ça vient des algos. C'est eux qui essayent d'anticiper notre comportement, nos besoins, nos recherches, etc., etc., et qui en fait essaient de nous pousser des éléments avant même qu'on le sache ou qu'on cherche vraiment précisément ce qu'on veut regarder. Et donc en fait, chaque action menée sur la plateforme, ça alimente une machine qui apprend à nous connaître en fait et qui nourrit ces algorithmes-là. Donc c'est pour ça que derrière leur production de séries, les éléments qu'ils achètent, qu'ils mettent à dispo, etc., c'est basé sur ces données. Alors avec toutes les limites que ça peut avoir dans la qualité de ce que ça propose, et ça c'est un autre débat, je vais pas rentrer là-dedans, mais certaines séries créées sont des paris créatifs. Certaines sont surtout des paris basés sur la data en fait quoi. Ils savaient que tel choix de tels acteurs, tel réalisateur sur tel type d'intrigue, bah ça a fonctionné. Je crois que sur House of Cards, c'est qu'ils ont utilisé à un moment donné, par exemple, et on a vu que ça a fonctionné à la création de la série, quoi. Donc là, on n'est pas forcément dans de la manipulation, mais on est vraiment dans de l'anticipation grâce à l'intelligence. Et dans un truc plus réduit et plus proche de nous, c'est ce que fait Spotify avec les Wrapped, leur bilan annuel, en fait, qu'ils ont vachement mis sur le devant de la scène, c'est que évidemment, ils ont la data sur tout ce qu'on écoute régulièrement. Moi, je suis un utilisateur de Spotify depuis 10-12 ans. Et donc, en gros, une fois par an, Spotify nous dit, OK, ben voilà ce que tu as écouté, voilà ce qu'on sait sur toi, tes artistes préférés, tes heures d'écoute, ta personnalité, ton machin, ton truc. Ils ont dû se dire, cette donnée-là, elle est intéressante pour nous. Bah, pourquoi pas l'utiliser et en faire un produit? Et c'est hyper malin, c'est hyper smart comme manière de fonctionner. C'est de se dire, bah, ça crée de l'engagement. Et quand on voit comment ça a été partagé les premières années un peu partout et comment maintenant ça a même fait des petits, c'est-à-dire qu'il y a eu Monday qui a fait pareil et tout le monde cette année, là, en fin 2025, j'ai l'impression, a fait une sorte de rap comme Spotify. Bah, on voit bien qu'en fait, ces données-là ont été présentées autrement pour en faire un nouveau produit, un produit source d'engagement, quoi. Et ça, c'est hyper important. C'est à la fois une forme de célébration de ce qu'on fait et surtout de ce qu'on est. Et bah, les gens, les consos, ils adorent ça, quoi. Évidemment. Et ça, je pense que c'est valable dans pas mal de secteurs. Donc, du coup, il y a une sorte de manière de tordre un peu quelque chose d'un peu deep comme de la data et de l'utiliser à l'aune d'une forme de narcissisme digital, quoi. C'est-à-dire que Spotify nous connaît, on a besoin d'être compris, on veut être accompagné dans cette compréhension et surtout célébrer le fait qu'on nous connaisse et célébrer ce qu'on a fait, bah, c'est quelque chose de très humain hein, finalement. Alors après, ça peut déborder évidemment. Il y a l'exemple de la frontière éthique, c'est l'histoire de Cambridge Analytica et notamment avec Meta et Facebook. Donc la frontière est fine, mais l'idée c'est de se dire, là l'idée c'est d'utiliser la data pour ton client, évidemment pas sur ton client pour le manipuler quoi. Netflix c'est pour nous montrer ce qu'on peut aimer, ce qu'on va aimer. Spotify c'est pour célébrer ce qu'on a fait. Bon ben voilà, c'est un peu la même mécanique. Cambridge Analytica c'était plutôt utiliser les données pour manipuler l'opinion. Donc là on est dans quelque chose de beaucoup plus discutable, voire même de carrément anti-éthique. Donc la data comme monnaie, c'est pas de la manipulation pour moi, c'est vraiment de la compréhension, voire même du service, ça va dépendre de là où on te positionne. Donc, la question sur cette monnaie-là, pour toi, que tu peux te poser, selon moi, c'est vraiment de se dire, quelle intelligence tu peux développer sur ton marché que tes concurrents n'ont pas. Et on n'est pas forcément dans la tech. Alors, c'est plus facile d'avoir de la data dans le digital et dans les outils tech, online, etc., etc. Mais comprendre, anticiper et mieux servir son client, ça, c'est valable dans n'importe quel domaine. Donc, si tu veux développer cette intelligence, bah là, tu peux tenir une monnaie qui est puissante et qui peut être éthique aussi. Dernière partie, c'est la quatrième monnaie. Alors évidemment, c'est la moins manipulable, la moins facile, mais celle qui peut produire des choses très puissantes.
Et c'est une qu'on utilise tous sans vraiment s'en rendre compte. Donc c'est quoi cette monnaie? Bah tout simplement c'est le temps. C'est tout simplement le temps. Quand tu as un plan de content market, bah on paye un peu en euros si on bosse avec des gens, mais surtout en fait on paye en heures de travail et surtout dans la publication, la distribution, l'analyse, l'itération, l'amélioration, le repartage, la republication, la redistribution, etc. Bah on paye en constance, on paye en patience en fait. Et donc bah, c'est la monnaie que moi j'utilise ici là avec ces vidéos, les newsletters que je fais sur LinkedIn, le podcast que je fais pour Futur Proche. Voilà, tout ça en fait, j'utilise avant tout cette monnaie numéro un qui est le temps parce que j'ai pas le budget en fait pour acheter du paid. Je peux pas faire du spectacle, c'est-à-dire voilà, en tout cas c'est pas l'option que j'ai choisie aujourd'hui. J'ai pas forcément de data et de choses que je peux mettre en ligne aujourd'hui, donc je me suis dit zéro budget pub, mais je peux créer des centaines d'heures de contenu petit à petit. Et donc ça nécessite par contre de la discipline, de la constance. Donc c'est l'opposé exact du paid finalement. Le paid ça achète de l'attention immédiate et puis ça disparaît dès que tu arrêtes de payer. On ferme le robinet, c'est fini. Là, le temps, ça construit un actif qui s'accumule. Il y a vraiment un effet d'accumulation. Donc, chaque contenu s'empile un peu sur le précédent. Les audiences se fidélisent un peu. L'expertise se démontre. Bon, voilà. Et donc, au bout d'une année, par exemple, on crée un catalogue, une présence. Et puis, au bout de 2 ans, ça devient une habitude et ça devient quelque chose d'un peu installé. Au bout de 3 ans, ça peut se transformer en actif stratégique. Donc, bah, le vrai problème, c'est que c'est long, évidemment, que c'est ingrat au début, que ça a pas l'air d'être une stratégie, mais ça en est une. Le seul truc, c'est que les premiers mois, bah, c'est comme si on parlait un peu dans le vide, ça scale pas forcément comme le paid, et puis c'est non réplicable. Donc c'est vrai que on peut pas scaler 3 ans de présence constante sur un sujet quand on est une boîte X. On peut pas simuler en fait l'impact que peut avoir le fait d'avoir publié et distribué 200 articles d'un coup avec cette monnaie-là. Mais par contre, ce qui est intéressant avec cette monnaie, c'est que elle est accessible à tout le monde, et le fait est qu'il y a pas tant d'entreprises qui parient vraiment là-dessus concrètement, quoi. Le moment où en fait la patience devient un vrai avantage compétitif, alors il faut pouvoir se le permettre, c'est pas antinomique du reste, c'est-à-dire que ça n'exclut pas le fait de bosser court terme, moyen terme sur des objectifs commerciaux très directs, mais par contre, c'est très important de rentrer ça dans son scope et de se dire comment je peux utiliser le temps comme un actif stratégique dont l'effet se verra peut-être dans 1 an ou dans 2 avec de la constance, où en fait finalement le temps travaille pour toi et pas contre toi. Bon, tu l'as vu au global, du coup, j'ai essayé de faire la synthèse sur ces 4 monnaies qui permettent aussi d'acheter de l'attention et créer de l'engagement. Bon, alors évidemment, il y a le paid qui est universel, qui est mesurable, qui est réplicable, on en a parlé, qui est nécessaire mais qui est pas suffisant, surtout aujourd'hui, là où le prix d'entrée, il est assez bas en fait pour faire du paid aujourd'hui, et il est pas assez différenciant. Il y a le spectacle, c'est ton produit, ton action, ton service qui devient l'événement. Donc ça nécessite d'aligner avec la culture de la boîte et d'être créatif et d'avoir de l'audace. Il y a l'exclusivité, on paye pour ne pas être accessible. C'est vraiment bah, l'exemple de Notion que je donnais tout à l'heure, c'est la contrainte qui va créer le désir et qui va créer l'engagement et la valeur. Il y a la monnaie de l'intelligence. Bah, tu mets en scène ta compréhension de tes clients, de leurs enjeux et ce que tu peux faire pour les aider eux. C'est Netflix, c'est Spotify, c'est n'importe quelle autre boîte qui peut mettre ça à disposition dans le service aussi. Et puis la dernière monnaie, bah, c'est le temps en fait. C'est t'accumules un actif par la constance, par la discipline, par l'expertise cumulée, qui crée au bout d'un moment une monnaie qui est difficilement copiable et réplicable sans faire la même chose et donc sans y consacrer du temps. C'est les newsletters, les podcasts, les communautés, tout ça, c'est vraiment un avantage très important, stratégique aujourd'hui. Encore faut-il pouvoir le mesurer. Tu as vu que dans tout ça, bah, en fait, la plupart des entreprises utilisent que le paid. Hein. Genre 90% des entreprises se limitent à ça. C'est le plus simple, c'est le plus assurant, c'est le plus immédiat. Mais en fait, ça veut dire que tout le monde fait pareil. Et donc la vraie question strat aujourd'hui, c'est pas forcément combien je mets dans mon budget paid. Ça, c'est important, mais quelque part, j'ai envie de dire, c'est pas ça le fond du sujet. Le fond du sujet, c'est parmi les monnaies que j'ai listées là, il y en a peut-être d'autres. Quelle monnaie je peux maîtriser mieux que mes concurrents? Et donc, les 3 questions qu'il faut se poser selon moi, si je fais un récap là-dessus, c'est 1, qu'est-ce que je peux faire qu'ils ne peuvent pas répliquer? C'est-à-dire, je peux faire qu'ils ne peuvent pas répliquer s'ils avaient plus de budget? Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas répliquer structurellement ou par nature? Deuxièmement, qu'est-ce que ton audience ou tes clients ou tes targets veulent regarder? Qu'est-ce qu'ils veulent voir de toi ou pas? Ou en tout cas du domaine dans lequel tu es, pas juste consommer? Donc ça revoit plutôt à la notion de spectacle. C'est où est un peu le spectacle potentiel dans ce que tu fais? Quand je dis spectacle, c'est pas les marionnettes et la danse en fait, mais c'est vraiment quelque chose de racontable, un moment particulier qui crée un décalage. Et puis la troisième question, c'est où est-ce que tu peux créer de la contrainte qui va augmenter ta valeur? Pas de la frustration, mais du désir, une sorte de rareté perçue.
C'est l'exemple que j'expliquais tout à l'heure, que je mettais en avant, sur Notion. C'est très important d'aller là-dessus. En fait, ces 3 questions-là, elles sont clés pour moi. Pourquoi? Parce que la singularité marketing de ta boîte, bah, elle réside à l'intérieur de la réponse à ces 3 questions. De n'importe quelle boîte, en fait, aujourd'hui, moi, avec mes clients, c'est des questions que j'essaie de me poser au quotidien. Alors, c'est sûr que c'est pas facile, un, de trouver les réponses et 2, de les appliquer, de les exécuter. Parce qu'après, il y a une réalité d'organisation, une inertie globale d'équipe, de structure, de moyens, de temps, de priorisation ou de choses qui nous sont imposées, qui font que parfois c'est un peu difficile. Mais en fait, la singularité marketing, elle réside vraiment là-dedans, dans le choix d'une monnaie où on est imbattable, pas forcément d'un budget paid qui va être plus gros, mais d'une monnaie où on est imbattable. Pourquoi c'est important ça? Ben en fait, le marketing, c'est une sorte de marché de change, en fait, finalement. C'est-à-dire qu'il y a des devises qui montent, d'autres qui descendent, certaines qui se dévaluent. Bah, le paid, ça en fait partie aujourd'hui pour moi. C'est-à-dire que c'est devenu tellement accessible, tellement commoditisé que c'est bien, mais ça ne peut plus suffire pour immerger. Et ce qui est très important dans le marketing moderne, c'est de trouver ta monnaie et d'arrêter de faire ce que fait tout le monde, de juste payer en dollars et de se contenter de ça.